propose donc des formations, que ce soit à des professionnels ou des étudiants, donc de Cage ou pas forcément du coup, dans d'autres écoles, des articles. Donc moi, sachant que je suis au pôle rédaction donc, de Cryptosphère, c'est un peu mon rôle donc de rédiger des articles pour de nombreux médias français qui sont dans cet écosystème-là. On fait des events. Donc avec le confinement récemment, on a fait des events en réalité virtuelle. Donc le Crypto Nights, si vous nous suivez sur Twitter, vous devez savoir ce que c'est. Et enfin, on propose des newsletters donc, afin de se renseigner sur l'actualité des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle sans avoir à lire un long article dans ces mails. Bien évidemment, on a fait plein d'autres choses. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Donc blockchain et supply chain, j'imagine que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais par exemple, la blockchain, c'est un sujet qui est encore assez méconnu. Et même si ces deux mots se ressemblent, ça n'aurait aucun intérêt justement de les confronter, puisque ce sont deux choses complètement différentes. On va voir plutôt comment l'une peut-elle améliorer l'autre. Donc avant de savoir comment ça fonctionne, pour améliorer, on va voir comment la blockchain, qu'est-ce que c'est en gros. Donc la blockchain, pour vous illustrer son fonctionnement, j'ai pris la métaphore d'un livre et des bibliothèques. Ça peut paraître un peu loufoque comme ça, mais vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Donc on a Bob et Alice. Donc Bob va envoyer un bitcoin à Alice. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va noter cette transaction dans un livre. Ensuite, ce livre, il va le donner à d'autres acteurs du réseau une fois qu'il est plein. Donc ces autres personnes vont pouvoir le consulter, vérifier que Bob, c'est bien Bob qui fait la transaction, que Bob justement, il a bien les bitcoins qu'il prétend avoir. Une fois que ce livre il est validé, il va rejoindre donc la bibliothèque. Et la bibliothèque, une fois que ça c'est dedans, ben, Alice reçoit son bitcoin. Donc cette métaphore, c'est en fait pour illustrer donc la blockchain. La transaction va rejoindre un bloc. Ce bloc va être validé par les nœuds du réseau, donc les mineurs qu'on connaît sous ce nom-là, qui vont vérifier, comme je l'ai dit, si que Bob possède bien les bitcoins qu'il prétend avoir, et pour organiser sa transaction. Ce bloc va ensuite rejoindre la blockchain, et enfin Alice recevra son bitcoin. Donc la blockchain, elle possède 4 avantages. Elle est complètement transparente, quand elle est publique, bien évidemment, on verra comment après. Donc tous les acteurs du réseau peuvent consulter la blockchain, c'est public. Donc ça justement, c'est quelque chose d'assez important, c'est vraiment une de ses qualités premières. C'est immuable, une fois qu'une information est rentrée dans la blockchain, elle n'est pas modifiable. C'est complètement décentralisé, donc dans l'exemple du Bitcoin justement, il n'y a pas d'organisme central qui gère cette monnaie, et c'est bien tous les participants, tous les nœuds qui s'occupent de la monnaie. Et enfin, elle est assez sécurisée puisque c'est des moyens cryptographiques qui sont mis en place justement pour sécuriser cette technologie. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la supply chain. Donc la supply chain, c'est ce qu'on entend en français sous la chaîne logistique. Donc ça va suivre la traçabilité d'un produit donc d'un point A à un point B. Donc le point A, par exemple, si c'est de l'or, ça va être la mine. Et le point B, ça peut très bien être le comptoir de vente ou la bijoutier. Ou alors ça sera par exemple un fabricant de smartphones, de composants électroniques qui va s'en servir. Donc, par cet exemple-là, c'est de vous montrer que la supply chain, c'est pas seulement du B2C, donc business to consumer, mais aussi du B2B, donc business to business. Et les petits engrenages que vous voyez là, justement, c'est les différentes étapes par lesquelles va passer le produit. Donc ces étapes, on peut les résumer en 3 grandes parties. Donc il y a l'étape financière, donc l'aspect financier, c'est toutes les transactions qui vont entourer le produit. Donc par exemple, ça peut être les coûts de transport, les coûts de stockage. Il y a ensuite les informations, donc le flux d'informations. Ça c'est assez oublié parce qu'on pense souvent au flux physique, mais les flux d'informations c'est tout aussi important puisqu'il regroupe la température, le temps, toutes les informations en gros qui va entourer le produit. Et enfin, donc le flux physique, ça c'est le transport donc, physique du produit, donc c'est les camions, les avions, les trains, etc. Et donc justement, il y a le supply chain management. Donc en gros, il y aura un manager pour chaque aspect de la supply chain. Et ces personnes vont travailler ensemble dans le but de proposer la meilleure traçabilité possible. Donc pour vous illustrer ça, j'ai pris l'exemple d'un poulet. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un QR code. Donc ce QR code, vous pouvez même le scanner chez vous si ça marche à travers l'écran. Vous allez pouvoir voir donc, les informations sur le poulet. Donc j'ai mis quelques informations de base, même si ce n'est pas exhaustif puisqu'il y en a sûrement plus. Donc il y a la température, donc très important pour respecter la chaîne du froid, le poids du poulet, les tests sanitaires, encore une fois très important, la localisation, l'heure de transformation et la durée du transport. Donc ça, sur une supply chain classique, on connaît déjà, je veux dire.
mais on va voir comment la blockchain justement peut améliorer cette traçabilité. Donc là, on a la blockchain et différentes parties prenantes en dessous. Donc l'intérêt de la blockchain dans la supply chain, c'est que chaque partie prenante, que ce soit le consommateur, le transporteur, le fermier, le transformateur et le marchand final, ils vont chacun pouvoir rajouter une information dans la blockchain. Et une fois que cette information est rajoutée, comme je l'ai dit, elle n'est pas modifiable ni supprimable, ce qui fait que déjà au niveau de la fraude, c'est limité. Et ensuite, chaque partie prenante a accès à tout l'ensemble de la blockchain. Encore au niveau de la communication entre chacune de ces entités, c'est super important. Par exemple, le fermier, s'il voit que pas le fermier, pardon, l'usine, le marchand final, s'il voit que le transport il a duré trop longtemps, il va pouvoir se poser des questions, par exemple, si le produit est encore vendable, s'il n'est pas périmé, ou s'il y a un souci au niveau de la chaîne du froid. Donc, pourquoi utiliser la blockchain? Une fois que les données sont entrées, elles ne sont pas modifiables et sont certifiées. Donc, j'insiste sur certifié parce que là, pour l'instant, j'ai beaucoup parlé de l'agroalimentaire, mais il y a également donc les produits de luxe qui peuvent avoir des contrefaçons, des faux produits. Et donc, le fait que ça soit certifié dans la blockchain, ça montre que le produit est authentique. Ensuite, un meilleur suivi des données du temps, des températures, pardon, des durées, la localisation et autres conditions. Donc là, chaque personne va rentrer, on va dire, une caractéristique précise sur le produit, et ensuite tous les autres acteurs pourront consulter cette dernière. Une transparence entre les parties prenantes, y compris le consommateur. Donc là, c'est ce que je disais précédemment, tout le monde peut consulter la blockchain. On va voir sous quelles conditions un peu plus tard, mais l'idée c'est ça. Et justement, par exemple, pour le consommateur, c'est assez important, sachant les scandales sanitaires qu'il y a eu récemment, le consommateur, il a de moins en moins confiance et le fait qu'il puisse consulter toute la traçabilité du produit qu'il achète, ça peut le rassurer. Et enfin, donc une réduction des erreurs sur le papier. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la supply chain, même si elle a tendance à se numériser, il y a encore pas mal d'utilisation au niveau du papier. Et l'erreur est humaine, il suffit qu'il y ait une mauvaise écriture, quelque chose de faux marqué sur un papier, et ça peut avoir des conséquences assez importantes. Et donc justement, la blockchain peut aussi agir comme un levier pour passer la numérisation au numérique. Ensuite, meilleur repérage de la source d'un problème ou d'une fraude. Donc là, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que si un produit est certifié par telle partie prenante, et qu'à la partie prenante d'après, il y a un souci, on saura directement d'où vient le problème, ce qui ne serait pas le cas dans une supply chain classique, puisque là, la blockchain, justement, elle assure vraiment les données, en fait, elles ne sont pas modifiables. Et enfin, donc les informations uniformisées au niveau des transactions, ça veut dire en gros que les transactions qui vont être réalisées autour du produit, comme je disais tout à l'heure, le flux financier, donc que ce soit des factures par exemple, tout ça va être uploadé sur la blockchain. Et au niveau de l'accès, justement, c'est beaucoup plus simple de consulter ces informations que de demander à chaque partie prenante d'envoyer une facture, par exemple, d'envoyer des informations. Et enfin, suppression d'intermédiaires de confiance. La blockchain, son rôle, c'est de certifier encore une fois. Et donc, tous ces intermédiaires de confiance qui vont garantir l'authenticité d'un produit, eh ben, ils peuvent être supprimés si on utilise à bon escient justement la blockchain. Hop, mais attention, justement, si les informations sont rentrées dans la blockchain et qu'elles sont fausses, alors elles le resteront. Donc ça, pour résoudre ce problème, on va voir comment on va faire après. Et ce qu'il faut savoir, vu qu'elles ne sont pas modifiables ni supprimables, c'est assez compliqué lorsque des fausses informations sont fausses et qu'elles sont rentrées dans la blockchain. Donc maintenant, on va passer au smart contract. Donc un smart contract, je ne l'ai pas mis dans la liste précédente tellement il y a de possibilités en fait. C'est-à-dire que si on combine ça à différents capteurs, donc que vous pouvez voir sur la slide, on a des possibilités quasi infinies. Donc par exemple, grâce à une puce donc NFC ou RFID, on pourra rentrer donc les données, on pourra rentrer par l'intermédiaire de ces capteurs toutes les données qu'on a vues précédemment, donc le temps, la localisation, la température, l'humidité. Mais bien évidemment, donc des données brutes, c'est pas utile parce qu'une donnée, il faut qu'elle soit contextualisée pour qu'elle soit utile. Donc par exemple, certes, j'ai le taux d'humidité, mais comment je peux agir justement dans l'hypothèse d'un problème. Donc pour cela, on va combiner donc ces capteurs avec des smart contracts. Donc un smart contract, c'est un contrat qui va agir automatiquement en fonction d'un élément déclencheur. Donc il y a des smart contracts assez simples, donc qui vont du si il se passe tel élément, alors
j'exécute mon smart contract. Donc, par exemple, l'humidité, si l'humidité est trop élevée, alors mon produit sera considéré comme invendable. Mais il y a d'autres smart contracts, bien évidemment, qui sont beaucoup plus complexes. Et donc, justement, ces smart contracts, ils ne font pas prévaloir le droit, mais ils font prévaloir le code informatique. Donc, pour reprendre la célèbre formule, the code is law, et on n'a pas besoin d'intervention humaine. Donc, ces contrats seront déployés donc, soit sur une blockchain privée, donc sur un réseau interne d'une entreprise, ou alors sur le réseau Ethereum. Et chaque partie prenante pourra s'assurer que le smart contract il a été exécuté ou pas. Donc ça, encore une fois, par exemple à l'humidité, chaque partie prenante pourra consulter si le produit est encore vendable ou non. Mais cette technologie, bien qu'efficace, elle a encore quelques failles. Par exemple, il arrive qu'il y ait des bugs au niveau d'un smart contract, et au contraire, au lieu de justement d'accélérer le processus et l'efficacité de la supply chain, ça risque de la ralentir. Maintenant, on va passer à Hyperledger. Donc Hyperledger, qu'est-ce que c'est? C'est une solution donc blockchain open source, donc ce qui signifie que les développeurs vont pouvoir travailler dessus et l'améliorer au fil du temps. Ça a été développé donc par la Linux Foundation, donc vous reconnaissez le petit logo en bas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hyperledger, c'est pas un outil unique, mais une suite d'outils. Sur le back-office, par exemple, vous avez PowerPoint, Word, vous allez vous servir de chaque outil pour un usage différent. Hyperledger, c'est pareil, vous allez vous servir de chaque outil d'Hyperledger, donc Sawtooth ou Fabric, si on veut créer notre blockchain pour la traçabilité. Donc c'est pour ça l'aspect flexibilité d'Hyperledger. Ensuite, on va pouvoir créer aussi des blockchains publiques et des blockchains privées, donc très utiles pour les entreprises. Hyperledger aujourd'hui, c'est une solution qui est énormément utilisée par les entreprises, notamment par IBM, mais c'est assez complexe à mettre en place. Donc même s'il y a des formations gratuites sur le site Hyperledger, généralement les entreprises elles préfèrent passer par des spécialistes qui maîtrisent le sujet. Donc maintenant, on va passer au cas d'usage. Donc je vous ai mis ici 4 entreprises des groupes internationaux qui utilisent aujourd'hui la blockchain. Donc en premier, on va commencer par le français Carrefour. Donc le poulet en fait qu'on a vu tout à l'heure, c'était pas du tout anodin, puisque Carrefour c'est le premier produit qu'ils ont décidé de tracer grâce à la blockchain, c'est le poulet d'Auvergne. Donc justement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont apposé un QR code dessus, sur l'emballage, pour que le consommateur il puisse consulter toute la chaîne de traçabilité, donc du producteur, son adresse, l'adresse d'où le poulet a été élevé, le type d'élevage, etc. Et donc justement, le consommateur il retrouve confiance en ces entités. Au début, Carrefour a commencé avec sa blockchain privée qu'ils ont développée eux-mêmes. Et puis plus récemment, ils ont collaboré avec IBM sur la blockchain IBM Food Trust, qui est une blockchain justement faite pour la traçabilité des produits. Et d'ici là, ils veulent se montrer comme pionniers de cette industrie-là, puisqu'ils veulent appliquer la blockchain à 100 produits d'ici 2022. Ensuite, côté américain, on a Walmart. Donc Walmart, c'est l'équivalent, on va dire, de Carrefour. C'est le géant américain de l'agroalimentaire. Donc eux, ils ont commencé à tracer des produits de 5 fournisseurs différents. Et justement, pour montrer l'efficacité de la blockchain, ils ont pris l'exemple d'une mangue. Donc la traçabilité d'une mangue, pour obtenir la traçabilité complète, ça prenait environ 7 jours. Et selon leur dire, ça prend environ 2 secondes. Maintenant, grâce à la blockchain. Donc ça, même si on peut penser que c'est assez impressionnant et même difficile à croire, en réalité, 7 jours, c'est assez long puisqu'il faut contacter chaque partie prenante donc, de la traçabilité, d'autant plus que c'est compliqué si l'exportateur il est à l'étranger. Tandis que si on a consulté la blockchain, c'est difficile à mettre en place, mais c'est pas compliqué en soi à consulter justement ce registre-là. Ensuite, donc De Beers, c'est un groupe international diamantaire. Donc eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont développé leur plateforme blockchain qui s'appelle Tracer. Et donc, comme on l'a dit, les avantages de la blockchain sont dessus, mais ils ont plus d'ambition puisqu'ils souhaitent créer un identifiant international pour chaque diamant, donc basé par la science. Et en fait, chaque diamant serait répertorié dans la blockchain et donc il serait authentifié. Et en fait, pour arriver à développer cette technologie, donc De Beers, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un sondage parmi leurs partenaires. Et ce qui revenait le plus souvent, c'était chaque contrôle d'authenticité du diamant à chaque étape. Et pour contrer ce problème, justement, la blockchain est là. Et enfin, donc Maersk, c'est un groupe international de commerce maritime.
Donc eux, ils ont mis leur plateforme TrendLens en place, donc ils proposent pareil les avantages de la blockchain pour la supply chain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du commerce maritime, justement, la blockchain elle est assez présente avec notamment Consensus, donc qui est une entreprise blockchain qui s'est spécialisée dans ce domaine-là. Et en fait, une expédition internationale, ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande à peu près 30 organismes différents, et cela, ça crée un coût assez important. Et la blockchain, elle peut réduire ces étapes. Donc, ces organismes différents, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contrôler la marchandise, par exemple, l'authentifier, etc. Et le fait qu'il y ait la blockchain, eh ben, ça réduit énormément ces étapes. Et au niveau du papier aussi, il faut savoir que dans le commerce maritime, le papier, c'est encore pas mal utilisé. Et utiliser la blockchain, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un levier d'action pour numériser ces informations. Donc maintenant, on va voir un peu les limites en fait de la blockchain pour les entreprises. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces blockchains sont majoritairement privées. Donc, l'administrateur de la blockchain, qui est représenté ici donc par Big Brother, il peut choisir qui a accès à telle information. Donc, alors certes, il ne peut pas les supprimer ni les modifier, mais il en contrôle l'accès. Donc, c'est pour ça justement l'image de Big Brother qui contrôle tout, que j'ai mis dans cette slide. Et cela peut poser du coup des problèmes au niveau de chaque partie prenante de la supply chain. Autre aspect, la concurrence, enfin, elles ne sont pas publiques. Donc au début, on peut se dire que ça peut poser des problèmes, mais en réalité, ça se comprend au niveau des secrets industriels. Je dis n'importe quoi, un fournisseur, par exemple, qui va faire un tarif préférentiel et une entreprise, si la blockchain de cette entreprise elle est publique, la concurrence pourra voir, et si elle a le même fournisseur, elle pourra se poser des questions et se retourner contre ces derniers. Et donc les consensus aussi, donc consensus c'est les méthodes de validation, on va dire, des blockchains. Donc là, quand c'est privé, par exemple sur Hyperledger Fabric, cela, ça passe par une élection d'un nœud central. Donc l'entreprise, elle va élire un nœud central et qui va valider, donc c'est l'administrateur en fait, qui va valider toutes ces informations-là. Donc c'est centralisé, c'est pas décentralisé comme Bitcoin, où si on installe notre ordinateur, notre nœud de minage, on va pouvoir participer activement au réseau. Et enfin, donc une blockchain pour tout faire. Donc une blockchain comme je vous l'ai présenté là, enfin j'espère que ça paraît un peu miraculeux, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment installer une blockchain pour que ce soit pertinent. Il ne faut pas installer une blockchain pour dire je suis moderne, je suis dans l'ère de la mode, j'ai mis une blockchain. La blockchain, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Avec Hyperledger, comme on l'a vu, c'est assez onéreux, puisque les ingénieurs, les spécialistes qui travaillent dessus sont assez rares aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment que ça soit pertinent. Si on a déjà un système de traçabilité donc, qui est assez efficace, qui a une bonne communication, une bonne confiance entre les parties prenantes, ce ne sera pas utile d'installer une blockchain, puisque le système est déjà assez efficace comme ça. Donc justement, vous l'aurez compris, donc à travers cette présentation, la blockchain, ce qu'elle apporte à la supply chain, c'est deux choses. Tout d'abord, l'immuabilité. On ne peut pas modifier les données, donc ce qui limite grandement le risque de fraude. Par exemple, les factures qui sont sous PDF, il suffit de convertir, faire un Photoshop, et la facture peut être modifiée. Si on fait ça et qu'on re-upload cette facture modifiée sur la blockchain, on s'apercevra que cette dernière elle est fausse et on pourra facilement retrouver la source de la fraude. Et la transparence. J'ai assez insisté sur ce point, je pense, durant cette présentation, mais chaque partie prenante vraiment a accès donc, à tout le parcours de traçabilité, ce qui est vraiment pas révolutionnaire, mais c'est vraiment assez bien. J'espère que cette présentation donc, vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour cette présentation. Il y a déjà des questions dans le chat qui ont été un peu posées au fur et à mesure. Ouais. Donc, je te laisse peut-être pourquoi pas les lire et répondre. La non-répudiation de l'information, y compris pour le consommateur, peut être un problème pour le droit à l'anonymat sur le comportement d'achat. Alors, oui, c'est par rapport en fait, le consommateur, quand lui va acheter son produit, il va avoir juste toute la traçabilité. Il va pas forcément, je sais pas comment expliquer. Le consommateur, il va pas être affiché sur la blockchain, en gros. Il va pouvoir la consulter, donc par le QR code, mais je sais pas si vous avez, par exemple, scanné le QR code tout à l'heure, je sais pas qui l'a scanné, par exemple, vous voyez. Il va juste pouvoir consulter, mais il va pas pouvoir ajouter des informations, donc son identité, justement, elle sera pas révélée. La santé qui intègre la notion de droit à l'oubli peut être adressable par la blockchain. Alors, je vais pas vous mentir que je ne me suis pas encore penché sur cette question au niveau de la santé,
mais il me semble qu'il existe déjà quelques solutions blockchain au niveau de ce domaine-là. Mais c'est vrai que par rapport au droit à l'oubli, ça peut poser quelques contraintes. Quelles sont les règles qui encadrent la blockchain pour limiter un usage abusif de cette technologie? Alors aujourd'hui, la blockchain, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas considéré d'abord comme preuve juridique au niveau de la loi française. C'est-à-dire que c'est recevable, attention, c'est recevable comme preuve juridique, mais c'est pas une preuve à part entière. Par rapport au fait que s'il y a des bugs donc dans le code de la blockchain, c'est informatique, c'est possible qu'il y ait des bugs, même si the code is low, comme je l'ai dit tout à l'heure. S'il y a des bugs dans le protocole, ça peut poser quelques soucis. Donc pour l'instant, c'est la régulation qui est mise en place à ce niveau-là. Et voilà. Quand tu dis onéreux pour la blockchain, ça représente quel coût? Alors ça varie d'une entreprise à l'autre en fait. La blockchain, c'est une solution qui est assez personnalisable par les entreprises, c'est-à-dire qu'une entreprise qui veut tracer l'agroalimentaire n'aura pas la même solution blockchain qu'une entreprise qui veut tracer par exemple des Lamborghini au niveau des contrefaçons. Je cite cet exemple parce que ça existe, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait sur demande en gros, quand on fait appel à des ingénieurs. Donc j'ai pas vraiment d'estimation de coût vu que c'est assez personnalisable. Merci de rien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ouais, il y a une question, je sais pas si tu la vois, elle doit être uniquement envoyée à moi. Bonjour, les puces NFC RFID sont-elles accessibles? Ouais, ces puces NFC et RFID sont accessibles carrément au public. Donc si vous voulez, je sais que par exemple il y a AliExpress ou je dirais pas Wish, mais il y a pas mal d'exportateurs chinois justement qui vendent ce genre de puces. Donc après vous puissiez les programmer vous-même et en faire votre usage. C'est pas très cher à l'achat ça par contre. Okay. Puis c'est RFID, c'est les puces qu'on a dans les cartes de bus par exemple, pour vous donner une idée. Le plus dur c'est plutôt de mettre en place toute la structure de la blockchain. C'est ça, c'est plus l'aspect installation logicielle qu'installation technique qui est compliquée. Il y a aussi une question dans le QNR, je sais pas si j'ai accès. Normalement oui. Peut-être le dérouler juste. Là je suis dans le chat. Ah ouais, QNR, je l'avais pas vu. Alors. Bonjour Morgane, comment conceptualiser la source bibliothèque unique de la blockchain dans une entreprise industrielle, à l'intégration de modifications techniques dans les ERP par exemple? Comment cela se ferait-il selon vous? Donc, alors, je suis pas ingénieur blockchain moi-même, donc c'est vrai que je vais avoir un peu de mal à vous répondre, mais si votre entreprise industrielle justement elle a des besoins de traçabilité, que le système de traçabilité n'est pas assez performant par exemple, il faut vraiment vous poser la question si l'utilisation d'une blockchain c'est intéressant pour vous ou pas. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez par ERP par contre. Mais comment cela se ferait-il? Comme je l'ai dit tout à l'heure, contacter un ingénieur. Il y a pas mal d'ingénieurs qui maîtrisent Hyperledger, notamment pour créer votre blockchain. Et aussi, là, je parle souvent des ingénieurs, mais ce qu'il faut faire, c'est que il faut que chaque partie prenante, donc chaque partie prenante de votre supply chain, donc que ce soit les fournisseurs, les transporteurs, applique cette technologie aussi. C'est bien beau d'installer une blockchain, mais il faut vraiment que tout le monde suive derrière, joue le jeu pour que ce soit vraiment efficace. Je vais voir une autre question, je crois, dans le chat. La grande quantité d'objets connectés peut-être poser un problème de qualité ou de certification de la blockchain. Alors ça, justement, au contraire, le fait qu'il y ait plus d'objets connectés, donc l'Internet of Things, l'IoT, ça permet de pouvoir comparer les informations entre elles. C'est pas, par exemple, vous mettez deux capteurs de température différents sur le poulet, tiens. Eh ben, s'il y a une différence de température, on va voir qu'il y a un des capteurs qui va pas bien, vous voyez. Et en fait, le fait de multiplier ces capteurs, le but c'est d'avoir un maximum d'informations sur le produit. Comme j'ai dit, de faire une carte d'identité du produit dans le but de pouvoir en fait voir toutes les caractéristiques du produit, s'il est encore vendable, voir estimer les coûts par exemple, etc. Et ERP, applicatif métier. D'accord, ok, merci. Bah moi du coup j'avais peut-être la question inverse, justement, si on veut favoriser un producteur, un plus petit producteur, plus local, il n'aura pas forcément accès à effectivement toute cette technologie et possibilité de mettre des capteurs partout. Est-ce que
ça permet quand même de mettre en place une blockchain. Enfin, Ça dépend le producteur, par exemple. Alors, peut-être que Valentin qui est dans le chat me contredira, parce que j'ai un doute à ce niveau-là, mais il me semble que BTC Wine, donc c'est un producteur de vin. Enfin, là, je me trompe d'exemple, excusez-moi. Donc, oui, pour un producteur local, en fait, la blockchain, comme j'ai dit, il va falloir qu'il travaille avec tous les acteurs qui le précèdent, et c'est quelque chose d'assez coûteux. Donc, ouais, si sa traçabilité, elle est déjà efficace, ce sera peut-être pas forcément pertinent de rajouter une blockchain par-dessus. C'est pas la solution miracle, ça peut résoudre des problèmes, mais c'est souvent dans des grands groupes internationaux, comme on l'a vu par exemple avec De Beers qui veut tracer tous ses diamants. Peut-être que pour un producteur local, ça sera un peu plus compliqué. Mais après, il peut aussi jouer sur la carte de la modernité, en utilisant la blockchain par exemple, qui va vendre ses produits. Il pourra les vendre peut-être un peu plus cher en disant, voilà, vous achetez mon produit, mais il est certifié, il est authentique. Voilà, Valentin qui m'a aidé. Les producteurs locaux peuvent y avoir accès, le coût des puces est dérisoire, et le développement des blockchains par les grands groupes vont l'appliquer à des producteurs locaux. Voilà, c'est ça. En fait, comme on disait tout à l'heure avec l'exemple des NFC et des RFID, les puces à l'achat, c'est pas compliqué, mais le fait d'installer tout le système autour de ces puces, c'est ça qui va être compliqué. Mais comme il a dit Valentin, par exemple, IBM Food Trust, justement, qui s'occupe de la traçabilité des produits, le petit producteur va pouvoir peut-être utiliser sa solution et c'est des solutions qui sont assez flexibles. Justement, ce sera peut-être plus simple que de consulter un ingénieur blockchain qui vous allez payer assez cher pour installer cette blockchain. D'autres questions peut-être? il n'y a pas l'air d'avoir forcément d'autres questions, c'était plutôt clair du coup. J'espère. Sur le fait que effectivement ça se démocratise et que au final ça peut rendre ça accessible à si les GAFA. C'est ça en fait l'objectif de la blockchain, c'est qu'aujourd'hui on entend souvent parler dans les crypto-monnaies en fait, avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, mais peu de monde savent en fait que c'est applicable à plein d'autres aspects. Il y a aussi l'aspect juridique aussi. Il y a pas mal d'aspects sur lesquels c'est applicable. C'est super important justement pour démocratiser cette technologie. Il y a pas mal de bénéfices, d'avantages. Peut-être une dernière question du coup qui est arrivée sur les GAFA. Est-ce qu'ils ont leur plateforme de blockchain? Ouais, tout à fait. Par exemple, IBM, comme je disais tout à l'heure, ils utilisent énormément Hyperledger, mais il y a pas mal de GAFA qui utilisent aussi leur propre blockchain privée qui développent en interne, justement. Et donc, ouais, il y a IBM, il y a énormément d'entreprises qui utilisent des blockchains, en fait. Moi, j'aurais Amazon éventuellement aussi. une question Ouais. par rapport Ouais. à ce que tu as dit sur le fait que l'administrateur de la blockchain est un peu Big Brother et peut tout regarder. Est-ce qu'il existe des lois ou des règles juridiques qui permettent de restreindre quand même ce regard en fait sur toutes les informations? En fait, l'administrateur, il aura comme le même pouvoir, on va dire, que l'autre partie prenante. Il va pouvoir consulter toutes les informations. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de la blockchain. Mais lui, en plus, ce qu'il va pouvoir faire, c'est gérer l'accès et la consultation de ces informations. Donc, c'est plus dans ce côté-là que j'ai voulu mettre Big Brother, dans le sens du contrôle et pas vraiment du regard, parce que tout le monde l'a. Mais au niveau de la juridiction, alors, aujourd'hui, la blockchain, comme j'ai dit, c'est assez récent, donc il n'y a pas beaucoup de juridiction autour de ça. Mais par exemple, dans le cas des blockchains publiques, là, il n'y a pas d'administrateur central qui va gérer ça, et ça sera plutôt tous les participants du réseau. Donc, j'aime bien reprendre l'exemple de Bitcoin, qui est l'exemple type de la décentralisation, toutes les transactions vont passer par chaque nœud du réseau, et donc ça fait qu'il n'y a pas, et tout le monde y aura accès. Il n'y a pas un administrateur qui pourra dire, toi, tu n'as pas accès à telle information, toi, tu auras accès. Là, c'est tout le monde est sur le même piédestal. D'accord, merci. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la démocratisation et la multiplication des blockchains, un problème de compatibilité ou qu'au final on se retrouve avec une blockchain contre une autre ou un problème de ce type? Alors à ce niveau-là, par rapport à la traçabilité du coût alimentaire,
c'est vrai que les entreprises ont plus tendance à développer des blockchains privées, comme j'ai dit, par des soucis de concurrence. Mais il me semble qu'il y avait Unilever et d'autres grands groupes internationaux de l'agroalimentaire qui avaient pour vocation à terme de créer un système de blockchain mais mondial. C'est-à-dire que bon, c'est une blockchain privée, donc il y aurait des restrictions au niveau des informations, on ne pourrait pas tout consulter. Mais cette vocation de créer une blockchain mondiale, justement, ça pourrait du coup centraliser ces informations, tout le monde y aurait accès, mais il n'y aurait pas les informations sur les fournisseurs, par exemple, sur certaines transactions, etc. Mais c'est vrai que c'est déjà un premier pas dans la démocratisation de la blockchain.